Berne, le 27 octobre 1918. Le ministre turc Fuat Selim Bey confie dans une conversation que le gouvernement turc se remet complètement entre les mains des Alliés et souhaite seulement que dans les conditions de paix qui lui seront imposées, l'entente sauve les apparences pour l'Empire ottoman. Constantinople acceptera tout, morcellement de l'Empire, occupation alliée, et toutes les réformes d'ordre militaire, judiciaire, administratif, financier que les vainqueurs souhaiteront imposer, pourvu que l'Empire survive. Amer, Selim Bey conclut. Dans les années qui ont précédé la guerre, la Turquie a demandé à l'Europe de lui tendre une main secourable. Seuls les Allemands ont répondu à notre appel. Nous avons fait cette guerre contre notre vœu et chaque jour nous a rendu la collaboration plus pénible et plus répugnante. On peut affirmer qu'en Turquie, les Allemands ne comptent qu'un seul allié, Enver Pacha. Leur conduite au cours de la guerre a été celle de l'égoïsme le plus brutal. Ils nous ont traités en esclaves. Après un long et douloureux déclin, l'Empire ottoman, qui à ce stade n'existe virtuellement plus que sur le papier, sera emporté par une guerre civile directement provoquée par la Grande Guerre. L'histoire des Ottomans dans la Première Guerre mondiale est globalement méconnue, pourtant l'Empire va y tenir un très grand rôle. Et on peut dire que le conflit va conditionner le destin du Proche-Orient jusqu'à nos jours. Alors pour raconter l'histoire des Ottomans en 1418, il nous faut repartir en arrière dans les décennies qui précèdent le conflit. Au début des années 1880, l'Empire ottoman est surnommé l'homme malade de l'Europe. Les caisses de l'État sont vides. Le pays n'a pas réussi à prendre le tournant de la révolution industrielle, et les plus grandes entreprises du pays sont sous tutelle anglaise et française. Pour revitaliser l'Empire, le gouvernement a tenté un vaste mouvement de réforme appelé Tanzimat, centralisation administrative, modernisation de l'appareil d'État et tentative d'occidentalisation de la société. Mais l'impact de ces réformes a été limité par de fortes oppositions internes. Et la Constitution de 1876, qui transforme l'Empire en une monarchie parlementaire, est suspendue par le sultan Abdülhamid qui veut conserver un pouvoir autocratique. Sur la scène internationale, l'Empire ottoman apparaît de plus en plus faible. Il a perdu d'importants territoires dans les Balkans et le Caucase après la guerre de 1878 contre la Russie, et le contrôle de l'Égypte lui a échappé au profit des Anglais en 1882. Aussi, pour redresser et moderniser son empire, le sultan Abdülhamid II a besoin de nouveaux alliés. La toute jeune Allemagne, née après la guerre franco-prussienne de 1870, a le profil idéal. Non seulement elle est la puissante montante du vieux continent, mais de plus, elle n'a aucune ambition sur les territoires contrôlés par la Sublime Porte. Ainsi, le Reich accepte la main tendue pour prendre pied dans la région. En 1882, une première mission militaire allemande s'installe à Constantinople. Des dizaines d'officiers allemands arrivent dans le Bosphore pour instruire et organiser l'armée ottomane, sous l'autorité du maréchal prussien Colmar von der Goltz, surnommé Goltz Pacha. L'Empire ottoman devient un nouveau marché pour la puissante industrie d'armement allemande, et les industries Krupp et Mauser y vendent des canons et des centaines de milliers de fusils. Avec l'arrivée sur le trône de Guillaume II en 1888, l'amitié germano-ottomane prend une autre dimension. Le Kaiser fait de l'Empire oriental l'instrument privilégié de sa politique expansionniste au Moyen-Orient. La coopération militaire se double alors d'une alliance économique. Des tensions interethniques provoquent une révolte arménienne en 1894. La répression qui s'ensuit est extrêmement sanglante. Des tueries ont lieu dans la région du Sassoun, où les milices, avec l'approbation des gouverneurs locaux, s'adonnent à des massacres de masse. La violence se répand et fera jusqu'en 1897 entre 80 et 300 000 morts. Les atrocités atteignent leur paroxysme à Urfa, où les troupes ottomanes brûlent la cathédrale dans laquelle se sont réfugiés 3000 Arméniens et tirent sur ceux qui tentent de s'échapper. Ces massacres choquent la communauté internationale. Abdülhamid est surnommé le Sultan Rouge et l'Empire se retrouve isolé diplomatiquement et de plus en plus dépendant de son entente avec l'Allemagne. En 1898, Guillaume II séjourne pendant un mois dans l'Empire. Le Kaiser passe une semaine à Constantinople avec le sultan avant de visiter Damas et Jérusalem. Cette visite accouche d'un grand projet, celui du chemin de fer Berlin-Bagdad, qui a pour but de relier les 3200 km qui séparent Constantinople de Bagdad. Financé par Berlin, c'est un moyen pour le Reich d'étendre sa zone d'influence dans le golfe Persique. Le projet obtient ses financements en mars 1903
et les travaux démarrent l'année suivante, pris en charge par l'Allemagne. Les rails sont fabriqués par Krupp, les locomotives par les entreprises Borsig, Hanomag ou Henschel. Tout est envoyé par bateau jusqu'à Constantinople, puis acheminé jusqu'au chantier. Des ingénieurs allemands et 16 000 ouvriers locaux y travaillent d'arrache-pied et percent une quarantaine de tunnels dans les montagnes. En 1908, le sultan Abdülhamid est destitué après la révolution menée par le mouvement nationaliste des jeunes turcs, un groupe politique qui veut réformer et moderniser l'empire multiethnique et multiculturel autour de la nation turque. Le successeur, Mehmed V, n'a qu'un rôle de sultan fantoche sans réel pouvoir. Pendant ce temps, l'Empire continue de se désintégrer, avec la prise de contrôle de la Libye par l'Italie en 1912, puis la perte d'une importante partie des Balkans lors des guerres de 1912 et 1913 contre la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro. En 1913, un nouveau coup d'État porte un triumvirat au pouvoir. Talat Pacha, Djemal Pacha et Enver Pacha deviennent les trois pachas. L'Empire fait à nouveau appel au savoir-faire allemand pour redresser son armée. Le général Otto Liman von Sanders, accompagné de dizaines d'officiers, prend en main les troupes ottomanes. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, deux des trois pachas, Enver, ministre de la guerre, et Talat, ministre de l'Intérieur, veulent s'allier à l'Allemagne pour recouvrir des villes perdues dans les guerres contre les Russes, se partager des zones d'influence en Perse et mettre fin au régime de protectorat imposé sur l'Égypte et sur Chypre par les Britanniques. Le troisième, Djemal Pacha, voudrait plutôt que le pays reste neutre dans le conflit, voire se rapproche des pays de l'entente. La France et l'Angleterre, de leur côté, tentent de convaincre la Sublime Porte de se tenir à l'écart de la guerre. Le 2 août 1914, le régime signe un accord secret d'alliance avec l'Allemagne. Très vite, Berlin insiste pour que Constantinople jette ses forces à l'ouest pour ouvrir un front contre la Russie. Pour faire pression, l'Allemagne suspend son aide financière à l'Empire, qui en a un besoin vital. Comme souvent, un incident assez improbable provoque l'entrée en guerre des Ottomans. Début août, deux croiseurs allemands, poursuivis par la flotte anglaise en Méditerranée, se réfugient dans le port de Constantinople. Les deux croiseurs passent alors sous pavillon turc, tout en gardant leur équipage germanique. Fin octobre, ces deux bateaux partent en mer Noire pour bombarder les ports russes avec l'aval d'Enver Pacha. En réponse, l'entente déclare la guerre à la Sublime Porte. Le sultan proclame le djihad le 14 novembre 1914 et appelle les musulmans à se soulever contre les Occidentaux. Appuyés par les Ottomans et les Allemands, Arabes et Berbères se soulèvent au Maghreb contre la domination française et une grande révolte menée par la famille royale Sénoussi éclate en Libye. L'entrée en guerre des Ottomans change complètement la nature du conflit, ouvre de nouveaux fronts dans le Caucase, en Palestine, force l'entente à y déployer des troupes dans des théâtres désertiques, montagneux, privés d'infrastructures, de vrais casse-têtes pour les états-majors. Malgré une image déplorable causée par les désastres militaires contre l'Italie et dans les Balkans, l'armée ottomane est une armée moderne et bien organisée, qui a su tirer profit des réformes menées par les missions militaires allemandes. Sa doctrine, l'organisation de ses unités et la formation de ses soldats sont la même que celle du Reich. Sur le terrain, elle peut se mesurer aux armées européennes. Elle bénéficie en outre d'un excellent corps de tireurs d'élite qui vont se révéler particulièrement précieux dans la guerre des tranchées. Mais cette armée moderne existe dans un pays dont l'économie est en retard par rapport à celle des autres grandes puissances. Son produit intérieur brut est 10 fois inférieur à celui de l'Empire britannique et de l'Allemagne. Par conséquent, l'Empire ottoman ne peut allouer un budget que de 1,8 milliard de dollars or à son armée, alors que celui de l'Allemagne est de 48 milliards. Comme l'économie du pays n'est pas en mesure de supporter une guerre industrielle, les troupes souffrent de malnutrition, manque de médicaments et de vêtements chauds. 3 fois plus d'hommes mourront de maladies, de froid ou de faim que sur le champ de bataille. Le grand nombre de fronts à ravitailler crée un cauchemar logistique pour l'Empire. Le réseau routier et ferroviaire n'est pas prêt pour la guerre. Il faut plus d'1 mois pour joindre la Syrie, près de 2 mois pour la Mésopotamie, et idem pour le front russe dont 60 km séparent le chemin de fer du front, soit 35 jours. Au final, il faut moins de temps pour arriver sur le front de Palestine depuis Londres que depuis Constantinople. Enfin, l'armée est largement noyautée par des organisations politiques, comme les comités Union et Progrès, qui s'immiscent dans la gestion des affaires militaires. L'entrée en guerre est catastrophique pour Constantinople. Une première offensive sur le canal de Suez est lancée en décembre 1914. Une armée ottomane de 25 000 hommes sous le commandement de Djemal Pacha
tentent de traverser le désert du Sinaï pour s'emparer du canal, ce qui implique de traverser une zone désertique de 300 km en manque de ravitaillement et d'eau. Les avions de reconnaissance alliés suivent à la trace les mouvements de l'armée et alertent en temps réel les navires de guerre stationnés à côté et dotés d'une artillerie extrêmement puissante. Dès que les Ottomans s'approchent d'une oasis pour se ravitailler en eau, la flotte alliée les bombarde violemment. De plus, les Britanniques provoquent des inondations locales dans des secteurs proches du canal, ce qui crée des goulets d'étranglement pour l'avancée des troupes. Lorsque les Ottomans arrivent en vue de l'objectif, ils tentent de traverser le canal de nuit, mais ils sont désorganisés et se font pulvériser par l'artillerie lourde alliée. Dans le même temps, Enver Pacha lance une offensive le 22 décembre 1914 dans le Caucase contre les Russes, afin de recouvrir les villes perdues dans la guerre de 1878. Cette opération est un désastre stratégique et une tragédie humaine. Sans équipement pour survivre à des conditions hivernales extrêmes, l'armée est ensevelie sous les neiges. Des dizaines de milliers de Turcs meurent de froid, de faim et de maladie. Ceux qui restent sont facilement repoussés par les forces russes, avant d'être démolis par une violente contre-attaque à Sarikamish. On estime que 10% de l'armée parvient à se replier sur ses positions initiales. C'est un désastre. Dans le même temps, les Alliés mettent en place un sévère blocus sur les côtes ottomanes. Les Français sur les côtes de la Syrie et du Liban, les Britanniques en mer Rouge. Le blocus empêche les activités de transport maritime entre les ports ottomans, provoquant l'engorgement des voies ferrées. Le commerce en mer Noire à destination de Constantinople est bloqué par la marine de guerre russe, ce qui prive par exemple la capitale ottomane de charbon provenant de l'Anatolie. Ces premières défaites ont des conséquences majeures sur le pays. De peur de briser le moral national, le gouvernement censure la presse pour camoufler le désastre du Caucase. Une dictature se met en place autour de Talat et d'Enver Pacha qui concentre tous les pouvoirs. Ce dernier, de retour à Constantinople, après avoir failli périr dans le Caucase, accuse les chrétiens d'Arménie d'avoir trahi l'Empire et d'avoir fait échouer son offensive, ce qui provoque une tragédie humanitaire, le génocide des chrétiens d'Orient. En février 1915, Talat et Enver Pacha mettent secrètement au point un plan. Officiellement, il s'agit de déplacer les populations arméniennes loin du front. Dans les faits, l'intention est d'anéantir les Arméniens. Des premières déportations ont lieu en avril 1915 et sont organisées entre autres par un officier allemand, le général Friedrich von Schellendorf, qui utilise le Bagdad-Ban pour envoyer des milliers d'Arméniens vers des camps de concentration dans le désert mésopotamien. Massacres, marche de la mort dans le désert, famine font entre 1,2 et 1,5 million de morts, soit 70% de la population arménienne, jusqu'en juillet 1916. Après les revers militaires de la fin 1914, l'Empire allemand exige un contrôle total des forces ottomanes. À Constantinople, des milliers de conseillers militaires allemands prennent position au sein de l'armée du sultan, dont le général Liman von Sanders, qui mène en 1915 la bataille de Gallipoli. Début 1915, l'état-major britannique, poussé par Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté, planifie une attaque directe sur Constantinople en fonçant les détroits des Dardanelles. Churchill est convaincu que la simple apparition de la Royal Navy devant la capitale ottomane provoquera la panique et mènera à la déposition du régime des Pachas et à la capitulation de l'Empire. Les Alliés sous-estiment gravement l'armée ottomane. Ils les ont vus être mis en déroute dans les Balkans en 1912 et ont observé les fiascos de 1914. Donc ils sont persuadés qu'un coup de force suffira à mettre en déroute les troupes ottomanes. Le 19 février 1915, une puissante escadre franco-anglaise commence à pilonner les positions ottomanes à l'entrée des Dardanelles. La mauvaise météo nuit à la reconnaissance aérienne censée guider les tirs. De plus, les Ottomans, qui connaissent eux parfaitement le terrain, bougent leurs batteries pour ajouter à la confusion des Alliés. Au bout d'un mois de bombardements infructueux, le commandant allié et Churchill décident de brusquer les choses et lancent un assaut naval. Le 18 mars, la flotte de l'Entente tente de forcer le passage. À 15h15, le cuirassier français Bouvet touche une mine et coule en 2 minutes avec plus de 600 marins, bientôt imités par les HMS Irresistible et Ocean. Les cuirassiers français Suffren et Gaulois sont à leur tour endommagés par des mines et les Alliés font retraite pour sauver ce qui reste de la flotte. À la suite de cet échec, les Alliés changent de plan et préparent un débarquement pour s'emparer des forts ottomans situés de part et d'autre du détroit. Les Ottomans profitent de ces 4 semaines de répit pour renforcer leur défense.
Un lieutenant-colonel de 34 ans, Mustafa Kemal, qui connaît particulièrement bien la péninsule de Gallipoli pour y avoir combattu les Bulgares durant les guerres balkaniques, prépare ses troupes. En avril, un corps expéditionnaire britannique débarque dans la presqu'île fortifiée de Gallipoli. Au prix de très lourdes pertes, il parvient à y prendre pied. Pendant les semaines qui suivent, les renforts australo-néo-zélandais, les fameux Anzac, butent sur les défenses turques organisées en profondeur sur le modèle allemand et qui tiennent les hauteurs sous les ordres de Mustafa Kemal. Au total, 490 000 Britanniques et 42 000 Français sont engagés face à 315 000 Ottomans. Les pertes sont extrêmement lourdes des deux côtés, mais les Ottomans tiennent bon et en janvier 1916, les Alliés doivent rembarquer, faute de résultats. C'est une victoire retentissante pour les Ottomans et un fiasco immense pour les Alliés. Mustafa Kemal devient un héros national. En octobre, la Bulgarie entre en guerre, ce qui facilite les échanges entre l'Empire ottoman et le Reich, qui peuvent plus facilement acheminer hommes et matériel. Le Reich en profite pour se servir en ressources minières et pétrolières afin de se rembourser de l'aide financière accordée à l'Empire ottoman. Au Moyen-Orient, les Britanniques, sous l'ordre du général Townshend, lancent une offensive avec pour but de prendre Bagdad. Leur avancée est spectaculaire. Pour déplacer plus rapidement l'artillerie, les canons sont embarqués sur des canots, remorqués le long des fleuves du Tibre et de l'Euphrate. Le 16 septembre, Townshend arrive aux alentours de la ville de Kout, avec 11 000 soldats et s'en empare après 2 semaines de siège. Il tente de poursuivre l'armée ottomane en direction de Bagdad, mais est repoussé à Ctésiphon et doit se replier sur Kout, où il est bientôt assiégé. Le général allemand Goltz Pasha, l'ancien chef de la mission, prend la tête du siège de Kout. Historien de formation, il s'inspire du siège d'Alésia et impose un système de double fortification qui va permettre aux Ottomans de repousser les forces de secours et infliger plusieurs défaites aux Britanniques. Le 29 avril, les 13 000 soldats britanniques survivants se rendent. Un tiers d'entre eux mourra dans les camps de prisonniers, souvent de maladies ou de malnutrition. Début 1916, les effets du blocus mis en place par les Alliés commencent à se faire ressentir. Celui-ci provoque une série de famines dans les populations dans les principales villes de l'Empire, Istanbul, Smyrne ainsi qu'au Liban. Les autorités ottomanes tentent de soulager la population turque pour atténuer les effets du blocus et par conséquent multiplient réquisitions et vexations auprès des autres ethnies. La grande révolte arabe se déclenche lorsque l'armée veut saisir les chameaux des Bédouins. Le 6 juin 1916, soutenus par les Britanniques qui leur ont promis de les aider à créer un grand État, les Arabes dirigés par le shérif Hussein de la Mecque se soulèvent contre la domination ottomane, notamment aidés par l'agent de liaison britannique T.E. Lawrence ou Lawrence d'Arabie. Environ 30 000 combattants arabes s'emparent de la Mecque, assiègent Médine, harcèlent le chemin de fer du Hedjaz qui approvisionne la ville, forçant les Ottomans à déployer des troupes pour protéger et réparer la voie, et les empêchant ainsi de disposer de renforts contre les Anglais dans le Sinaï puis en Palestine. La France contribue également à la révolte, avec l'envoi d'une mission dirigée par le lieutenant-colonel Brémond, composée d'une quarantaine d'officiers et de 1000 sous-officiers musulmans de l'Empire colonial français, tirailleurs et sapeurs, chargés de former et de conseiller les troupes arabes. En 1917, la révolte prend de l'ampleur. Des militants persécutés dans l'Empire et les tribus druzes se joignent à la guérilla. Le 6 juillet, les troupes arabes attaquent par surprise à dos de chameau les Ottomans au port d'Aqaba, en Jordanie, et s'emparent de la ville portuaire, coupant définitivement l'approvisionnement de Médine et soulageant le front de Mésopotamie. Les Britanniques relancent l'offensive vers Bagdad. Le 24 février, ils reprennent Kout. 2 semaines plus tard, ils entrent à Bagdad. La campagne de Mésopotamie a coûté 90 000 hommes au Royaume-Uni et certainement au moins le double côté ottoman. Sur le front palestinien, les Ottomans repoussent 2 assauts sur Gaza en mars et en avril. Ces offensives souffrent des mêmes problèmes que celles lancées au tout début de la guerre par les Ottomans en 1914. L'aviation turque observe parfaitement les mouvements de troupes anglais et quand les troupes britanniques affaiblies par la chaleur et le manque d'eau arrivent devant Gaza, ils tombent sur des défenses renforcées qui les attendent de pied ferme et leur infligent une défaite sévère. Pour se maintenir à flot, l'Empire ottoman emprunte 3 milliards de Reichsmark à l'Allemagne, ce qui accentue sa dépendance au Reich.
qui impose la prise en main des troupes par Erich von Falkenhayn, l'ancien chef d'état-major. Ce dernier arrive à Constantinople en avril avec la mission de reprendre la Mésopotamie par une grande offensive vers Bagdad. Le 9 juillet, il est nommé chef du groupe d'armée Yildirim, qui regroupe 3 armées ottomanes réorganisées et dont certaines troupes ont été formées aux tactiques de choc et d'infiltration des Sturmtruppen. De manière générale, les Allemands imposent de plus en plus leurs intérêts stratégiques, ce qui crée des tensions. Mustafa Kemal critique l'immiscion de l'Allemagne dans les affaires ottomanes. Une telle façon de traiter les Allemands est contraire aux intérêts de notre pays. Nous ne sommes pas faibles au point de ne pas pouvoir décider par nous-mêmes dans cette guerre existentielle. Si pour des raisons qui me sont inconnues, il est nécessaire, dans l'intérêt de notre pays, que Falkenhayn reste au commandement, l'administration et le service de l'arrière doivent être confiés à un fils du pays. Mustafa Kemal écrit également à Enver Pacha le 20 septembre pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux famines du Levant. En raison de la faiblesse du gouvernement, le pays est en état d'anarchie. Aucun droit ne peut être protégé. Les gens se détournent donc du gouvernement. Les pots de vin sont monnaie courante. Si la guerre continue, l'édifice étatique en décomposition s'effondrera soudainement un jour. Fin octobre 1917, les Britanniques lancent une 3e offensive en Palestine. Celle-ci est mieux pensée. Ceux-ci feintent une attaque sur Gaza et le général Allenby, qui a repris en main le front, lance la cavalerie australienne sur la ville de Beersheba, où les réserves stratégiques d'eau sont situées. Cette victoire surprise déstabilise toute la ligne ottomane. Gaza est prise le 7 novembre, Jaffa le 16 et le 9 décembre, les Britanniques entrent dans Jérusalem. La perte de la ville sainte, après celle de la Mecque, plus celle à venir de Médine, inflige un très grand coup au moral de la population. En 1918, l'armée est au bout de ses forces. Sur les 2,6 millions d'hommes mobilisés, 325 000 ont été tués, 400 000 blessés, 200 000 faits prisonniers et 1 million ont déserté, de sorte qu'il ne reste bientôt plus que 320 000 hommes sous les armes. Les pertes financières sont énormes et l'Empire est pratiquement en banqueroute. Plus à ce stade, autour de 3 millions de civils, entre maladies, famines, mouvements de population, violences entre communautés et bien sûr ce qu'ont subi les Arméniens. Alors, on peut se poser la question, pourquoi les Ottomans ne jettent-ils pas l'éponge à ce moment-là ? Déjà, pour commencer, le cœur de l'Empire, Constantinople et l'Anatolie restent hors de portée des Alliés. Du point de vue des empires centraux, la contribution des Ottomans reste essentielle. Elle a jusqu'alors forcé les Russes et les Britanniques à déployer des centaines de milliers d'hommes sur ces fronts et à investir d'énormes ressources pour les ravitailler et les équiper. Des hommes et des ressources qui font cruellement défaut sur les fronts européens. Et du côté ottoman, on reste convaincu que la victoire, si elle doit intervenir, arrivera sur le front ouest par une grande percée des Allemands. Il faut donc tenir, d'autant que les premiers mois de 1918 donnent des motifs d'espoir. En mars 1918, la Russie signe le traité de Brest-Litovsk avant de basculer dans la guerre civile. Ceci libère le front du Caucase, où les troupes turques peuvent avancer sans rencontrer aucune résistance, saisir les territoires perdus face aux Russes dans la guerre de 1878 et s'emparer des richesses minières et pétrolières locales. Les Britanniques envoient un corps expéditionnaire en Géorgie et occupent la ville stratégique de Bakou et son oléoduc, mais une contre-offensive, fin août, les enchâsse. La bataille de Bakou est la dernière victoire ottomane du conflit. L'offensive britannique reprend dans le Levant. Après une série de victoires, les Britanniques font leur jonction en septembre avec l'armée arabe du Nord. Le 1er octobre, Damas est prise. Mustafa Kemal prend la tête des forces restantes en Syrie et les réorganise, mais est défait 3 semaines plus tard à la bataille d'Alep, où les automitrailleuses britanniques défont les défenses turques, obligeant les Ottomans à évacuer la Syrie. Le 15 septembre, l'offensive alliée menée par le général Franchet d'Espéré fait voler en éclats le front des Balkans, force la Bulgarie à capituler, ce qui fait qu'il n'y a plus rien pour protéger Constantinople de l'armée d'Orient qui déferle sur les Balkans. Les responsables ottomans se rejettent la responsabilité de la situation les uns sur les autres. Le 14 octobre, un nouveau gouvernement est constitué, sous la direction d'Izzet Pacha, et demande l'armistice qui est signé sur l'île de Moudros le 30 octobre 1918. Le 10 août 1920, le traité de Sèvres est signé au nom du sultan Mehmed VI.
L'Empire ne conserve plus qu'environ 420 000 km² en Anatolie, ainsi qu'Istanbul. Ce traité provoque un sursaut national en Turquie autour de Mustafa Kemal Pacha, qui mène une guerre d'indépendance victorieuse contre la Grèce et la France, et renégocie à Lausanne un traité plus avantageux. Cette guerre civile aboutit enfin à la chute de l'Empire ottoman et à la proclamation de la République turque. Et c'est parti pour plus d'un siècle de déstabilisation dans la région, comme les Français et les Anglais n'ont pas prévu de tenir leurs promesses auprès des populations arabes. Et se sont déjà cyniquement partagé des zones d'influence en Irak, en Libye et en Syrie. Et à ces ressentiments et frustrations, il faut rajouter toutes les tensions et violences qui ont eu lieu entre communautés ethniques et religieuses, plus les dévastations liées aux combats, aux famines et aux déplacements de population. Ironie de l'histoire qu'on peut noter, le fait que les Ottomans combattent aux côtés de l'Autriche-Hongrie, qui a été leur ennemi le plus tenace tout au long de leur existence. Les deux empires vont disparaître ensemble et en alliés. Bref, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour la prochaine.